Et let's go pour un business talk. Alors le numéro, honnêtement, je ne sais plus lequel. Par contre, je suis en très bonne compagnie avec Emilio Abril, Baptiste Soukiassian. J'arrive jamais vraiment à dire ton prénom, mais Suki Baptiste Astian. Souki Soukiassian, Ouais, tu peux merci. dire Suki. Baptiste Souki. On est ici pour parler YouTube, puisque quand on voit les deux phénomènes que j'ai à ma gauche, alors je sais pas si sur YouTube c'est à ma gauche ou pas, mais en tout cas les deux phénomènes que j'ai avec moi, c'est des personnes assez bonnes pour développer des communautés sur YouTube. Et c'est justement le sujet que j'ai envie de parler, parce que voilà, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi un autre game qui se passe sur une autre plateforme, et c'est notamment YouTube. Et c'est vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. Est-ce que vous êtes chaud? Complètement. Allons-y. Réveillé Perfect. depuis 25 minutes, chaud. Ah ouais? OK. Bon, écoute, let's go, on va te réveiller, on va te secouer un peu. OK. Hem, je rentre directement dans le vif du sujet et on va pouvoir, se présenter derrière. Heu, aujourd'hui, on a, énormément, on va dire dans le marché tel que nous on évolue, tout ce qui est accompagnement, coaching, formation, qui est un marché que nous on connaît, plutôt bien. La personne qui a le plus d'expérience là-dedans, je pense que c'est toi, Emilio. Ça fait combien de temps que tu es dans le game? 10 ans? J'ai commencé en 2016, donc ça fait 10 ans, ouais. Ouais, ouais, OK, voilà, 6 ans. Donc, tu as un peu d'expérience. Baptiste, toi, je sais même pas quand est-ce que tu as commencé? Moi, j'ai ma boîte depuis 5 ans et je suis sur le game, en ligne depuis 3 ans à peu près. OK, OK. Bon, voilà, moi 4 ans, toi 3 ans et 10 ans. Donc, on a un petit peu, d'expérience à bord ici. Justement, on a des marchés qui sont, de plus en plus réticents, de plus en plus, méfiants, de ce qui se passe, en ligne, et on a un petit peu, une crise, de la confiance. Je pense qu'on est un peu tous d'accord pour, dire que, c'est ce qui se passe, actuellement, avec, tout le contexte dans lequel on évolue sur, les business en ligne, et tout ce qui s'ensuit. Et YouTube pour moi est, une superbe opportunité pour amener beaucoup plus de confiance et tout simplement, montrer un peu plus patte blanche que, ce qu'on pourrait faire sur, Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Et c'est déjà le premier point que j'aimerais aborder avec vous. Est-ce que, vous l'avez aussi ressenti, et est-ce que vous le voyez aussi comme ça? Et là, c'est, Tu veux chacun commencer, prend la Baptiste? voilà. Ouais, 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 bah, ouais, moi je pense que, en fait, c'est plus tant un luxe que ça quoi, d'avoir une présence en ligne, qui en jette parce que, on est sur des marchés où, bah, c'est de plus en plus sophistiqué. Avant, il y avait ce petit côté nouveauté, tu avais un blog, tu envoyais 3 mails et c'était la fête. Maintenant, ça marche plus, exactement comme ça et c'est bien d'ailleurs parce que les gens ont le réflexe de se renseigner avant d'acheter, avant de se faire accompagner, ce qui est une bonne pratique. Et du coup, je pense que, bah, voilà, avoir une présence en ligne vitrine, c'est obligatoire quoi, quasiment maintenant. Hem et c'est une bonne chose, hein, d'ailleurs, du coup, il y a ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus de gens qui regardent qu'avant, je pense. Donc on peut avoir des fois l'illusion que c'est saturé, mais en réalité, moi je pense pas que ça le soit. J'ai une question pour vous 2. Vous vendez principalement via du trafic, froid avec de la pub ou, vos clients viennent surtout de trafic organique? Moi, full Vas-y, organique, de mon côté. toi, full organique, moi, c'est, Ouais. publicité. Par contre, il y a pas un seul client qui ne passe pas par un média long type YouTube, avant d'acheter. OK. Bah, moi, c'était organique aussi depuis toujours. J'ai très rarement fait de la pub, j'ai testé 2-3 fois, mais, vraiment de manière, ponctuelle. Et je ressens pas forcément, moi, de mon côté, cette, crise de confiance, mais probablement que je suis biaisé parce que j'ai toujours, créé une communauté d'abord, créé du contenu gratuit. Aussi, j'essaie de me montrer authentique, d'être vrai, de mettre de ma personnalité et donc tu crées du capital confiance et ça, je Mmh. pense que c'était vrai il y a 10 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Si tu fais du contenu authentique et humain, les gens te font confiance. En tout cas, si tu es consistant sur la durée et que les gens voient que tu es là pour faire du bon travail, que tu as à cœur de les aider. Pour moi, j'ai jamais vraiment fait face à cette objection-là de: «Ouais, je te connais pas, je te fais pas confiance, j'hésite, je suis sceptique». Parce que j'ai toujours vendu à des gens qui me suivaient depuis un moment, qui appréciaient déjà ce que je faisais en gratuit, qui trouvaient de la valeur. Donc je pense que ça dépend aussi de l'approche qu'on a, qui va déterminer si on a ce frein ou pas. Mmh. C'est un point, et du coup, on peut t'introduire, maintenant. Je pense que c'est le bon moment. Tu avais, plusieurs chaînes YouTube. Tu avais La Feuille Verte. Moi, je t'ai connu là-dessus, à l'époque, Ouais, c'était, vert-feuille, c'était Vert-Feuille, pas voilà. la feuille verte, ça c'est marrant.
Du coup, ouais, si tu peux nous dire un peu ton palmarès, sur YouTube et aussi pourquoi est-ce que tu l'avais fait? Parce que du coup, ça explique aussi beaucoup pourquoi toi, tu as jamais eu, ces problématiques-là. Parce qu'en fait, tu as un peu été, skin in the game dès le départ, quoi. Ouais. Bah, en fait, moi, à la base, j'étais un étudiant paumé, j'avais des dreadlocks, je fumais des joints toute la journée, j'étais vraiment paumé dans ma vie. Et à un moment, j'en ai eu marre de cette vie malsaine et je me suis dit: «Je vais gagner ma vie sur internet». Parce que j'ai vu que c'était possible, qu'il y en avait qui réussissaient à vivre de chaînes YouTube et c'était vraiment au tout début, en 2016, quand c'était encore la honte de faire des vidéos, tu vois? Aujourd'hui, tout le monde fait des reels sur Instagram, ta tante, elle en fait, enfin, c'est tellement normal. Alors qu'à l'époque, moi, j'avais pas envie que les gens de ma fac tombent dessus parce que je savais qu'ils allaient se foutre de ma gueule. Donc j'avais un peu honte et tout, mais j'ai commencé à lancer ma chaîne comme ça, ma première chaîne sur le développement personnel qui a aujourd'hui 750 000 presque abonnés. Et ouais, j'ai lancé une deuxième chaîne à peu près 6 mois après la première qui parlait plutôt de santé, de nutrition, que j'ai eu pendant 2 ans. Je l'ai montée, je crois, à 200 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais j'ai fini par l'arrêter parce que j'avais pas vraiment de vision stratégique et aussi je me rendais compte que sur cette, chaîne-là, j'aimais moins l'audience que j'avais. Il y en avait beaucoup, c'est très émotionnel, c'était un peu, moi j'étais devenu végétarien et après végétalien et en fait, j'étais un peu pris en étau. D'un côté, tu avais une partie de ma communauté, c'était les pros véganes. Là, ils voulaient que j'aille vegan jusqu'au bout, que j'utilise des produits, qui n'ont pas été testés sur les animaux, des trucs comme ça. Moi, je c'est pas du tout ma démarche. Et de l'autre côté, tu avais tous les viandards qui me détestaient et moi, je me suis un peu pris les retrouvé pris là-dedans. Au bout d'un moment, je dis: «C'est bon les mecs, je me casse, je retourne sur ma chaîne développement personnel». En plus, j'avais pas trop de vision stratégique à cette époque-là. Si tu veux, mon erreur au début, je pense que ça a été de beaucoup trop mettre l'accent sur la communauté. Je sais pas si ça a été une erreur parce que j'ai monté quand même des grosses chaînes, mais si j'avais mis un peu plus d'énergie sur la monétisation, j'aurais pu faire plus d'argent plus rapidement. Mon business model, ça a tout de suite été assez rapidement de lancer des formations, mais bon, j'avais pas vraiment de base solide en marketing, où j'ai fait ça un peu n'importe comment au début. Puis voilà, après jusqu'à, je dirais, 2023-2024, j'étais concentré sur, ma chaîne YouTube, Emilio Abril. À un moment donné, j'ai testé le format short, qui a cartonné chez moi. Ça a fait 150 millions de vues sur une période de 6 mois. Donc j'ai eu, je crois, 2-3 mois où, je faisais, 2 000 000 de vues par jour. C'était un truc de fou et après j'ai arrêté parce que j'en avais marre de la viralité. Ça peut être très rentable si tu la convertis bien. J'ai quand même bien réussi à la convertir cette viralité, mais aussi il y a beaucoup d'effets, indésirables à être viral qu'on ne voit pas. Moi, ça m'a saoulé, j'avais pas envie d'être un divertisseur de masse. Quand je voyais les messages que je recevais, ça volait pas très haut au niveau intellectuel et je me suis dit: «Bon, j'ai plus envie de travailler avec une petite audience ciblée». Moi, c'est les solopreneurs que j'avais envie d'aider, donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai un logiciel, une plateforme marketing tout en un, minimaliste pour les solopreneurs qui s'appelle Tiny Pages. Je travaille là-dessus à 100 aujourd'hui et voilà, j'ai aussi un podcast, une chaîne YouTube, plus petite sur l'entrepreneuriat et je sais plus quelle était ta question de base, Ludovic? Là, c'était te présenter et en fait, le contexte dans lequel toi, tu as évolué explique potentiellement pourquoi tu as jamais eu ces questionnements de: «Je te connais pas, j'ai pas confiance en toi». Parce qu'en fait, tu Ouais, avais construit ces audiences-là, ces communautés-là, déjà depuis le démarrage, en fait. ça a toujours été la première chose que j'ai voulu maximiser, l'audience. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai changé d'avis par rapport à ça, mais pendant longtemps, c'était ça et effectivement, comme je faisais énormément de contenu organique, beaucoup de vidéos YouTube, ça crée du lien et quand tu as ce lien et c'est le capital le plus précieux que tu peux avoir, hein, quand tu fais du business en ligne, c'est que ton audience te fait confiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as tellement de pingouins qui sortent de nulle part et qui essaient de refourguer leur cam, tu les connais même pas. Ou alors même, tu as des vidéos qui font énormément de vues, mais qui sont des vidéos, des commodités où tu as des créateurs, ils mettent pas forcément de leur personnalité dedans. Peut-être qu'ils vont raconter une histoire ou un truc comme ça, mais dont ils ne sont pas protagonistes pour faire beaucoup de vues, parce que ça marche très bien, par exemple, le format storytelling, mais les gens s'en foutent un peu de lui. Tu pourrais mettre un autre Gugus à la place, ce serait pareil. Donc là, tu crées pas vraiment un lien de confiance. Alors que si tu crées du contenu authentique, parfois même peut-être un peu vulnérable, tu montres tes failles en tant qu'humain, tu montres ton cheminement de manière brute, tu documentes ton parcours, ça crée une relation assez unique et voilà, moi, je me suis pas trop posé de questions, c'est vraiment là-dessus que je suis parti dès le début. Donc effectivement, j'ai pas eu, particulièrement de difficultés à vendre après derrière. Bon, en tout cas, évidemment, c'est si, le produit intéresse les gens, ils le prennent, mais j'ai jamais vraiment eu cette objection de: «Les gens pensent que je vais les douiller». Mmh. OK, OK, intéressant. Baptiste, toi, de ton côté, tu as, une approche un peu similaire, mais tu as aussi une approche, montrer l'expertise et je pense que ça, c'est un point aussi. Quand on regarde, par exemple, Emilio, ce que tu as fait dès le départ,
créer des communautés, mettre, de ton âme dedans, bah, ça, de Ouais, toute façon, tous les 3 on le fait. Mais toi, potentiellement, avec une ouais. vision, différente, c'est quoi le point que tu aimerais ajouter à ça pour des créateurs qui Mmh. sont pas des créateurs à la base, mais des entrepreneurs, pardon, infopreneurs, coachs, consultants, Ouais. thérapeutes? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il y a vraiment plusieurs manières de développer de l'audience et je peux peut-être en partager une ou 2 un peu alternatives à ce que vient d'évoquer, Emilio. Tu vois, moi, l'approche que j'avais prise, par exemple, c'était plutôt celle du consultant où en fait, j'allais, voir mon contenu comme, une manière pour moi de faire de la veille, sur le marché. Heu, donc en gros, ce que je faisais, quand j'ai lancé ma chaîne, c'est que je prenais, les stratégies d'entrepreneurs YouTube qui marchaient le mieux et cetera et j'allais les poncer, les décortiquer pour vraiment comprendre, bah, c'est quoi les voilà, les playbooks et tout, qu'eux ils ont, que nous on n'a pas, machin. Et du coup, en faisant ce travail-là, bah, moi, ça me faisait monter en compétences et ça renvoyait le signal: «OK, bah, lui, c'est, le gars qui, ponce ces sujets-là, donc c'est à lui qu'il faut parler quand on veut de l'aide sur ces sujets-là». Et pour ajouter, peut-être rebondir aussi sur ce que disait Emilio, ce qui est important, je pense aussi en faisant ça, c'est pas juste de donner des astuces, de faire des tutos, auquel cas ça devient aussi de la commodité, parce que tout le monde peut faire un tuto. C'est aussi d'injecter, la notion de vision du monde, de conviction, dans ces vidéos et je pense ça peut être fait à 2 niveaux. Ça peut être fait, au niveau de, ses convictions sur son marché, tu vois? Donc, dans le cas du consultant, bah, je trouve ça assez pertinent, de dire, OK, bah, par exemple, ma conviction, ça peut être de dire, heu, les stratégies de viralité sur les réseaux sociaux, c'est nul pour les entrepreneurs, tu vois? Ça peut être une conviction, par exemple. Mais une conviction, sur l'expertise. C'est pas une conviction là, à ce niveau-là, en mode, sur, je sais pas, l'écologie ou un truc qui n'a pas de rapport avec l'expertise. Donc moi, c'est plutôt ce levier-là que j'avais utilisé, ce qui au final, crée un rapport un peu horizontale avec l'audience. Moi, j'avais pas trop ce côté, tu vois, gourou au sens, pas péjoratif du terme, mais, hem, en gros, les gens qui regardaient la chaîne, c'était plus des entrepreneurs qui venaient chercher l'expertise, marketing. Donc, je pense que ça, c'est un positionnement possible de chaîne YouTube qui peut être pertinent pour les gens qui vendent du service ou qui vendent un truc, vraiment précis dans une niche et qui veulent se positionner en mode, consultant. Et après, bah, il y a des chaînes qui se font en mode beaucoup plus large où là, le créateur, va mettre beaucoup plus, son histoire perso, sa vision du monde au sens large, sa philosophie, son idéologie. Je pense que, Emilio, tu représentes bien ça sur ta 1re chaîne, par exemple et ta deuxième chaîne, bah, peut-être qu'elle est plus en mode, justement, consultant, expert stratégique sur un sujet. Et là, du coup, je pense que tu as aussi une relation un peu différente avec l'audience, peut-être parfois un peu plus verticale, en mode, enfin là, je pense par exemple aux grosses chaînes US, qui sont en mode, je t'apprends la vie, ce qui est, très bien aussi. Il faut juste que ce soit cohérent, je pense, avec le projet qui est derrière et l'énergie aussi de la personne, parce que, pour moi, pour tenir, une stratégie de création de contenu, bah, voilà, faut y prendre du plaisir, faut que ça nourrisse des choses, chez soi, quoi, Mmh. voilà ce que j'ajouterais. Ouais, bien sûr. OK. C'est vrai qu'on est tous différents et une stratégie, peut ne pas du tout correspondre à quelqu'un, mais pour, une autre personne, ça peut être la meilleure Ouais, stratégie du monde. Ce qui est bien, en tout cas, Baptiste, dans ta stratégie aussi, c'est que tu prends l'autorité de gens connus. Tu ouais, analyses les business des gros, créateurs. Tu prends Alex Hormozy, bah, tu as plein de gens qui le connaissent et forcément, ça va intriguer des entrepreneurs, des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Donc, c'est à la fois, c'est tu prends de l'autorité et puis aussi ça te ramène de l'audience ciblée donc, c'est top et c'est vrai qu'après quand tu injectes aussi ta perspective unique, tu donnes ton avis à toi. Tu chacun, on a tous un filtre mmh, par lequel on analyse le monde et quand on ose, par exemple prendre montrer des croyances, impopulaires ou faire des affirmations un peu choc ou voilà et en ça permet de te donner une crédibilité supplémentaire parce que tu es pas juste, ChatGPT qui recrache, du contenu générique. Tu donnes du contenu beaucoup plus, unique et avec un parti pris. Ouais, clairement. Ça, c'est un point, qui est sous-coté. Justement, par exemple, toi, Baptiste, dans ce que tu fais, pour avoir consommé, pas toutes tes vidéos, mais pas mal de tes vidéos, OK, tu prends, yeah. un et après tu peux te présenter. Mais, tu prends un gros, Dan Martell, Mmh. Cody Sanchez, et Ouais, ainsi de suite. Tu vas décortiquer ce qu'ils font. OK, soit.
mais par contre, tu vas ajouter ta touche dessus, tu vois? Et pour moi, c'est ça qui est important. Il y en a beaucoup, en fait, ils vont juste raconter ce qu'ils Ouais, ouais. voient. Comme tu as pu dire avant, Emilio, en fait, ouais, en fait, tu prends un PNJ, pardon, il fait pareil, tu vois? Tu le remplaces avec une IA, il peut faire le même taf. Et ça, c'est un point sur lequel je viendrai après, mais c'est là où il faut venir et mettre vraiment ses convictions, sa vision du monde et polariser, quoi. Et ça, Emilio, toi, tu le fais Et ouais, super bien. la Je pense que c'est pour ça que tu arrives aussi à trigger, pas mal les gens, c'est que tu dis ce que tu penses et point. Ça vous plaît pas, merci, au revoir, quoi. Grosso modo, c'est comme ça que je le vois. Ouais. et je suis sûr que dans la vraie vie, tu es pareil, Emilio. Enfin, on s'est pas rencontrés dans la vraie vie, mais j'imagine que quand tu prends un café avec des gens, tu as cette facilité aussi peut-être à partager des convictions, des trucs comme ça? Ou pas du tout? Bah, en fait, je rationalise pas trop le truc. Moi, je pars juste du D'accord. principe que ça me fait chier de jouer un rôle. Ça me fait Ouais. chier de prendre une espèce de posture d'expert bien propre sur Ouais, ouais. lui et je pars aussi du principe que ça fait chier les gens, tu vois? Parce qu'après tu es, Ouais. juste un énième clone là à débiter les mêmes banalités. Donc bon, voilà, je pense que les gens ont envie de voir des gens, vrais comme ils sont dans la vraie vie et qui essaient pas de se lisser. Parce que moi, je déteste les gens, trop lisses, donc voilà. Mais je théorise pas énormément. Je fais juste, Ouais, OK. le truc à ma sauce en essayant au maximum de faire mon propre truc comme moi j'ai envie de le faire, sans me laisser influencer par, tel ou tel gourou qui dit: «Alors il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça». Bah non, je fais mon truc et voilà et en fait, souvent quand tu fais ça, tu arrives à enfin, tu finis souvent par faire du contenu unique qui existe pas ailleurs parce que juste, tu es toi-même et il y en a qu'un seul de toi-même. Mmh. Ouais. Excellent. Bon déjà là, c'est bien riche, hein, ça fait 16 minutes, 40. Je pense qu'il y a déjà pas mal de valeur là. Baptiste, toi tu es un expert sur YouTube, tu accompagnes des gens là-dessus. En 2 mots, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Et de toute façon, il y aura le lien de la show note dans la show note, de ta chaîne et Ouais, les gens bah, ils moi, aillent en voir gros aussi. ouais, bah, moi, j'ai une agence, on aide des entrepreneurs en ligne, souvent qui vendent de l'accompagnement, à développer des audiences de clients. Mmh, Donc petite audience, quali, et on les aide aussi sur leur pub, produire leur pub. Donc voilà. En gros, les 2 cas de figure, c'est, des gens qui ont besoin d'être accompagnés juste sur la stratégie et là, c'est du consulting avec moi en one one et sinon, des gens qui mmh, veulent, bah, déléguer et là, on fait pour eux, quoi. On fait les vidéos OK, OK, donc voilà, c'est ça l'idée. top, trop Et bien. il y a et du coup, pour rebondir juste sur le truc de tout à l'heure, je pense qu'il y a un truc qui est assez sous-coté dans les vidéos YouTube, c'est, le choix de en gros, tu peux traiter certains sujets, mais avec quel angle tu les traites? Et comme on parlait tout à l'heure du côté des vidéos storytelling, bah, en fait, qui peuvent être des commodités et où tu pourrais remplacer limite, le mec qui fait la vidéo, par un autre et ça changerait rien. Moi, la question que j'essaie toujours de me poser, c'est genre dans ma niche, c'est quoi le sujet top of mind, on va dire, qui attire l'attention des gens que je veux? Donc moi, dans mon cas, c'était, Hormozy, Dan Martel, c'est, en gros, c'est qui les gens dont sont fans, mes clients rêvés. Du coup, ça donne le sujet et après c'est l'angle. Comment est-ce que je peux prendre un angle pour traiter ce sujet connu, mais sous le prisme de, je suis spécialiste de tel truc? Exemple, j'avais un ancien client, qui était dans la investissement. Bah, lui, il voulait faire une vidéo en mode, j'analyse, les Rothschild, tu vois? Ou la famille des Rothschild et la réflexion, c'était, bah, comment ça, tu peux faire une vidéo qui ne soit pas celle que n'importe quel youtubeur aurait pu faire, en prenant un prisme unique, en disant, «On va analyser la construction, d'un des plus gros patrimoines du monde avec la casquette d'un, conseiller en gestion de patrimoine et au fur et à mesure, on va voir quels sont tous les conseils qu'on peut, on va dire extraire de cette histoire pour, vous, qui nous regardez, pour construire votre patrimoine». Et du coup, l'idée c'était d'ajouter un côté un peu angle unique. Heu, voilà et différent et je pense que ça, c'est une réflexion qui est intéressante quand tu fais du YouTube. Dire, voilà, il y a des sujets qui attirent l'attention des personnes que je veux et après faut marquer l'essai, il faut convertir donc Mmh. faut les traiter de peut-être avec le bon angle, quoi. Moi, ce que j'ai observé, c'est que la chose la plus importante pour faire de la performance, sur YouTube, mais c'est aussi vrai sur tous les réseaux, c'est vraiment le sujet. Le plus important, c'est le sujet. Est-ce que c'est un Ouais. sujet émotionnel? Est-ce que ça provoque une émotion chez les gens? Ou est-ce que tout le monde s'en fout, c'est plat, c'est fade, là, ça va jamais marcher? Est-ce que c'est concret? J'en vois beaucoup, par exemple, qui essaient encore aujourd'hui de faire des chaînes YouTube, 3 conseils pour vaincre ses croyances limitantes, 3 techniques de productivité. Ça a été fait, refait, refait 50 000 fois ça. Il y a rien de concret là-dedans, rien de croustillant. Faut aussi se dire que
Les gens regardent YouTube souvent en rentrant chez eux après une grosse journée. Ce qu'ils veulent, c'est pas apprendre, ils veulent se divertir et Mmh, tu peux faire les 2 en même temps et ça, c'est ce qui est intelligent, c'est de combiner divertissement et apprentissage. Mais si tu fais de l'apprentissage pur, théorique comme à l'école, personne va regarder ta vidéo plus de 20 secondes, tu vois? C'est tu les gens aujourd'hui, enfin, surtout vu la compétition qu'il y a dans l'économie de l'attention, c'est impossible aujourd'hui. Peut-être encore il y a 10 ans, tu pouvais attirer une petite audience avec du contenu un peu moyen. Moi, quand j'ai lancé, bon, si tu pas trop nul et que tu avais la régularité, tu continuais de publier, publier, tu finissais en général par construire une petite audience. Mais aujourd'hui, il faut toujours penser que la personne, chez elle, elle a pas envie de se concentrer, de dépenser du jus de cerveau pour essayer de comprendre ce que tu lui racontes. Il faut que ce soit facile, que ce soit dynamique, que ce soit agréable et qu'il y ait un sujet qui lui donne envie parce que ça l'intéresse vraiment. Après le sujet, je dirais, c'est le hook et le titre et miniature, sur, YouTube et puis par extension, la première phrase que tu dis dans la vidéo, par extension, les 30 premières secondes de ta vidéo. Ensuite, ça va être la structure de ta vidéo, ce que tu dis du début à la fin et puis seulement après vient le montage, la forme, les petits détails comme ça, même si le montage peut rajouter du dynamisme. Mais ouais, le socle de tout, c'est le sujet. En fait, tu peux avoir un sujet moyen avec, un excellent hook, un excellent script, un excellent montage, fonctionnera toujours moins qu'un Ouais, excellent sujet, mais avec un hook un ouais, peu bof, un script bof et un montage inexistant. je suis d'accord et je pense aussi qu'il faut prendre en compte dans quel cadre YouTube va s'inscrire dans la stratégie globale, tu vois? Si, par exemple, tu as, une stratégie où, tu es, par exemple, sur Instagram et que, tu veux juste faire du nurturing et élever encore plus en conscience les prospects et que la vidéo, elle a pas pour but de se faire découvrir, mais plutôt d'être envoyée à des prospects susceptibles d'être dans la problématique que tu as, pour moi, c'est différent. Par exemple, dans mon cas, j'ai des vidéos how to. Très clairement, c'est juste démontrer l'expertise et le mécanisme de la méthode qu'on a. Et celle-là, pour le coup, certes, elle va pas faire du reach et potentiellement, si tu es sur YouTube et que tu veux scroller le soir, tu vas te faire clairement chier. Par contre, si, je l'envoie à une personne qui m'a dit dans un message: «J'ai cette problématique, cette problématique, cette problématique» et que je lui envoie et que ça lui démontre que, bah, écoute, là, on a une solution qui peut être la bonne pour toi. Potentiellement, j'ai une cliente qui peut être encore plus à une certitude, haute qu'on a la bonne solution pour elle. Donc je pense que ça dépend, dans quel cadre, YouTube va s'inscrire, tu vois? C'est sûr, d'un point de vue Ouais, youtubeur pur, c'est clair, c'est mort, c'est même pas la peine d'essayer. Par contre, je pense que si tu l'intègres dans un écosystème où l'acquisition n'est pas fait par YouTube, mais c'est plus de la réassurance, ouais, du nurturing et de la montée mmh, en conscience, c'est différent. Et pour le ouais, coup, bien là, sûr. le hook et ainsi de suite, certes, c'est toujours important, mais c'est peut-être moins important parce qu'en fait, le but de la vidéo est vraiment là pour éduquer une personne qui a ouais, montré de l'intérêt pour ce problème, tu vois? Je suis pas trop d'accord avec ça parce que, tu vois, pendant longtemps, les infopreneurs ont prospéré sur le fait que les gens, ils achètent la formation, puis après c'est bon, tu as le contenu, tu te débrouilles. Mais ce qu'on constate, c'est que l'immense majorité des clients qui achètent, une formation vidéo do it yourself ne la regardent même pas jusqu'à la fin. Mmh. Oui, oui. Ce qui peut paraître, aberrant parce que, bah, tu as payé normalement mais l'attention n'est pas captive même si la personne a payé et c'est pour ça que je pense quand tu es formateur, par exemple, c'est ta responsabilité quand tu vends de la formation, de créer un contenu dense, digeste, avec des étapes claires, qui soit facile à suivre et pas faire, 15 heures de blabla que tu aurais Ah pu oui, ça, on est condenser en d'accord. 6 heures. Ah ça, c'est manquer de respect aux clients, je trouve. Ouais. Mais, tu vois, par exemple, même si tu fais du contenu pédagogique qui s'adresse à tes clients et qui effectivement a pas pour but de faire de la viralité. Je pense que c'est quand même important d'avoir une bonne, on va dire, qualité pédagogique. Juste en fait, c'est juste du bon sens, quoi. C'est de respecter le temps oui. des gens, être clair, communiquer clairement le message que tu as à communiquer, même si tu as pas un hook, où tu gesticules comme un singe avec des paillettes et des animations, voilà. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, et je compléterai peut-être, en disant que, en gros, la clarté du message, dans tous les cas, c'est hyper important et après, il y a peut-être le niveau 1 YouTube qui est de dire juste: «Je prends les problèmes de mes clients, mes prospects et je fais des vidéos qui répondent à ces problèmes-là et je me prends pas plus la tête que ça sur l'angle, et cetera des vidéos» et le niveau 2 qui est de dire: «Bah, j'ai mes méthodes propriétaires, comment je peux les plug dans des concepts YouTube réellement?» Ça va demander plus de taf du coup, et d'être peut-être plus un peu en veille sur YouTube ou en tout cas dédier un peu plus de son attention. Et là, c'est, comment, je peux fois 10 voire fois 100 mes vues YouTube, en passant les mêmes messages de fond, en emballant, ça dans des concepts, un peu plus, YouTube,
YouTube game friendly. Ouais. Mais, encore une fois, c'est, en fait, il y a surtout la pour moi la réflexion de la stratégie et ça, tu l'as bien dit, Emilio, la chaîne, 1, je l'ai arrêtée parce que j'avais plus de vision stratégique dessus. La chaîne 2, enfin, du coup, tu en avais 2, tu avais, Verfeuille, Emilio Abril et Emilio Abril Business ou je sais plus comment elle s'appelle la dernière. Mais, grosso modo, tu as bien dit, j'avais plus de vision stratégique dessus, donc je l'ai arrêté. Et pour moi, c'est ça le point, c'est quelle est la stratégie qu'on a quand on lance une chaîne YouTube et dans quoi est-ce que ça va s'inscrire? Et là où, c'est complètement différent la façon dont moi je l'utilise que par exemple, Emilio et Baptiste, toi du coup tu fais les 2 pour moi. C'est, dans quel cadre ça vient dans le parcours client? Chez toi Emilio, c'est de l'attraction, de la relation et de la conversion, je pense. Ouais, Chez moi, c'est que de la relation par exemple. Et Baptiste, chez tes clients, tu fais les 2 parce que ça dépend, je pense, des clients aussi. Ouais. Ouais, 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 carrément, ouais. intéressant. Comment, parce que ça, du coup, c'est une question qui, moi, m'interpelle, ou plutôt c'est une crainte que j'ai et j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Hem, je ne sais pas si j'arriverais à bien dormir si mon acquisition était basée sur juste YouTube, où en fait, ça dépend pas de moi, les actions. Je veux dire, demain, je poste une vidéo, j'ai beau mettre les meilleurs inputs, forcément, la output, je peux pas le déterminer et ça, dans tous les cas. Mais Mmh. du coup, le nombre de leads qui rentrent, le nombre de potentiels calls que je peux avoir, parce que chez nous, c'est par call que ça se passe, bah, en fait, je contrôle rien là-dessus. Moi, ça serait une grosse source de stress personnellement. Donc j'aimerais bien avoir votre retour sur comment vous voyez ça, surtout, bah, Baptiste et Emilio, vous êtes les 2 full organique quoi, donc et pas organique, si encore c'était organique, Insta et j'ai des DM et je peux parler avec des gens, là c'est OK. Là ça me va très bien. Par contre YouTube, je maîtrise vraiment rien, c'est le lien dans la dans la Ouais, show note quoi. Ouais, moi, je suis un peu un tricheur, parce que j'ai, YouTube, mais j'ai aussi, comme j'ai des prestats de services, si tu veux, j'ai de la rétention client et Ouais, j'ai pas besoin de beaucoup de clients du tout, vu que c'est des gros paniers moyens, du coup. Donc en fait, moi, ma vision par rapport à ça, c'est juste, je poste une vidéo par semaine, je réfléchis pas plus que ça, et je sais que c'est OK, quoi, tu vois? Mais par contre, c'est pas scalable. Enfin, c'est ça qui le point, c'est que si l'ambition, c'est de scaler, énormément l'entreprise et tout, tu peux pas appuyer sur l'accélérateur, sur l'organique autant que sur les pubs où juste tu montes un budget, spend dans un business manager, tu vois? ouais. Donc pour moi, il faut juste avoir les bonnes attentes, en fait, vis-à-vis de ce truc-là, tu vois? Effectivement, s'il y a une volonté de scale plus, et il y a que l'organique et voilà et peut-être des attentes trop hautes, ça peut être déceptif ou stressant. Moi, j'essaie juste de placer le bon niveau d'attente dessus. Pour moi, l'organique, c'est du bonus par rapport à ma rétention client, les gens que je rencontre dans des events et compagnie et voilà, quoi. OK. ouais, je rejoins, Baptiste, là-dessus. En fait aussi quand tu as déjà un vivier de prospects, par exemple une liste email, si tu vends, de l'accompagnement étiquette, tu peux très bien, par exemple, trouver régulièrement des clients via ta liste email, qui peut-être, il y a 3 mois étaient pas prêts pour acheter, mais tu en as, ils mettent des fois des années avant d'acheter la première fois. Donc ça, je dirais, c'est un bon buffer, entre les réseaux publics et tes accompagnements. Après en termes d'imprévisibilité, moi, j'ai rencontré un gars, je lui ai posé la même question pour TikTok. Parce que TikTok, vous savez comment c'est ultra irrégulier, les vues. Tu peux faire par exemple, je sais pas, tu peux même avoir 100 000 abonnés, ça veut rien dire. Tu peux faire 2 000 vues sur ta vidéo et puis le lendemain tu fais 2 millions. Tu es what the fuck? Et le gars, je lui dis: «Mais, en fait, la plupart de tes vidéos, elles font, 500 vues. De temps en temps, tu en as une qui fait 100 000, 200 000». Je lui dis: «Mais comment tu fais pour pas péter un câble, parce que cette incertitude, ça doit le rendre fou». Et ce qu'il m'a dit, ça s'applique aussi par extension à YouTube, même à une échelle fractale un peu plus grande, c'est que c'est imprévisible sur le court terme, mais prévisible sur le long terme. C'est-à-dire que si tu balances beaucoup de volume, tu fais par exemple lui, ce mec, c'était un bourrin, il balançait entre 5 et 10 vidéos par jour sur TikTok. Mais si tu publies, beaucoup de vidéos, par exemple sur YouTube, je sais pas, on va dire 2-3 par semaine, c'est déjà pas mal. Peut-être que sur une échelle de 2-3 semaines, il va y avoir de l'imprévisibilité, mais cette imprévisibilité va se lisser sur, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et au final, voilà, c'est pas grave si tu as une vidéo qui flop ou même 3 vidéos qui flopent et la quatrième qui cartonne.
Ce qui compte, c'est la moyenne et sur le long terme et au final, si tu dézoomes un petit peu, tu te retrouves avec, quelque chose à peu près stable tant que tu as un format réplicable, qui marche pas forcément à tous les coups, mais qui est déjà prouvé et c'est ça aussi un truc important, je trouve, quand tu fais du YouTube. Enfin, c'est un peu un cheat code, c'est d'avoir des formats réplicables. Mmh. Par exemple, je sais pas, il y a un gars à l'époque qui faisait, le jour où, telle entreprise a humilié telle entreprise. Le jour où Pepsi a humilié Coca-Cola et un autre coup, il remplaçait, c'était, Burger King, McDonald's. Ça, c'est le même format toujours, mais tu peux juste changer le sujet. Donc en fait, tu Business gardes Wars. l'angle, je sais pas, non, c'était pas celui-là, mais c'est un peu Ah, le même esprit, ouais. Mais ouais, ça sur le long terme, en fait, si c'est ta stratégie principale, et que tu comprends les codes, de ce qui marche et que tu es régulier, a priori, ça se passe bien. OK. OK, intéressant et du coup, dans la stratégie, par exemple, que tu as sur la nouvelle chaîne YouTube, celle-là, tu l'as lancée quand? Récemment, non? Ça doit faire, 1 an? Moi, je l'avais lancé en 2023, je l'ai abandonné pendant un an et je l'ai relancé il y a à peu près un an, début Ah 2025. OK. Ouais, je l'ai vu popper il y a 1 an, du coup. OK, ouais. OK. Hem, du coup, toi, c'est une stratégie d'acquisition pour Tiny Pages, le SaaS que tu as, aujourd'hui? C'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai une plateforme marketing tout en un qui s'adresse, aux formateurs, aux coachs qui, en fait, qui n'aiment pas la complexité technique, qui veulent, monétiser leur expertise, sans de plateforme usine à gaz avec, beaucoup de friction, technique. Donc c'est, basé sur la simplicité et c'est le produit que je vends. Je suis avec un associé sur ce projet-là et donc évidemment, je vais faire du contenu, non pas pour, faire un maximum de vues, qui va favoriser les vues et la viralité, parce que ça n'aurait aucun sens, mais je vais faire du contenu qui va alors c'est bien si ça fait des vues, mais il faut que ce soit les bonnes vues. Il faut que derrière, si c'est par exemple ça fait 5 000 vues, si ces 5 000 vues, c'est des touristes, des adolescents, qui cherchent, du divertissement, en rentrant du collège, bah, je m'en fous. Je préfère faire 50 vues, mais 50, prospects potentiels pour ma plateforme. Donc ça, c'est toujours quelque chose dont il faut se méfier, c'est les vanity metrics parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas les mêmes nos intérêts ne sont pas alignés avec ceux des plateformes sur lesquelles on publie. L'intérêt de YouTube, c'est que tu gardes les gens, sur la plateforme, que tu fasses du watch time. C'est pas qu'après tu convertisses, que tu ramènes, des prospects qualifiés vers tes offres. Ça, YouTube ne veut pas, il veut que les gens restent sur la plateforme et donc forcément, YouTube va te montrer des chiffres qui vont dans leurs intérêts à eux, mais pas dans les tiens. Les vues, les likes, les commentaires, les abonnés. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai des likes? Les likes, ça remplit pas ton frigo, tu vois? Les abonnés, ça paie pas tes factures. C'est juste pour ton ego, ça fait du bien, ça te brosse l'ego dans le sens du poil, mais en réalité, ça peut être extrêmement trompeur. Tu peux te retrouver moi ça m'est arrivé, hein, notamment à l'époque où je faisais des shorts, que je tapais plusieurs millions de vues par jour. Bah, l'audience, voilà, l'immense, immense majorité d'entre eux n'allaient jamais acheter un de mes produits. Après, par effet de En même ruissellement, temps, ça tu ça a bien disais fonctionné, Nutello. mais voilà, le Nutella, c'était mon hook. Ça, on me le ressort tout le temps ce truc-là, si tu savais, ça a marqué les gens. Le iPad et le Nutello, c'est bon, c'est normal. Ouais, mais ça je le fais exprès ça, c'est c'est pour que Ouais, les je gens mettent sais, des commentaires. j'en doute pas. Comment tu as géré ça d'ailleurs de partir un peu viral, d'avoir, des gens qui te clashent, des gens qui font des vidéos d'analyse sur toi pour dire que tu es un con? C'est un Ah, il y a truc eu qui ça? t'avait bah, je C'est sais pas, vrai? j'ai cru voir passer des trucs, Bah ouais, Baptiste, il en a fait. moi j'en ai Ah, fait tu m'as plein, clashé toi? Ces enfoirés, va. Faut que je te réponde. Ça va finir en octogone tout ça. Ça va finir en cortex contre je sais pas quoi là. Non, mais on y est moi aussi j'y suis passé, enfin on est il y a, c'est un mec qui faisait des vidéos je crois où il réagissait en live à des trucs business en ligne et il disait que c'était de la merde en gros. Hem et moi aussi je suis passé dedans, hein, je te rassure, mais Ouais. je sais pas si c'est un truc qui t'avait touché, ou qui t'a pu Non, mais ou te ou bah, bat ça les si couilles, en fait, les haters qui sont juste là pour te descendre et qui c'est juste de la méchanceté gratuite, moi ça me touche pas parce que bon, je voilà quoi, c'est par contre, là où ça peut te toucher, c'est si on te dit une vérité, tu vois? Quelque chose Ouais, qui la vérité qui fait mal. Mais si c'est juste: «Ouais, je me fous de ta gueule, tu es nul, là je ricane», vas-y c'est bon, j'ai autre chose à foutre de ma vie que de ouais, ouais, t'accorder mon temps de cerveau, ça je m'en fous un peu. Mais sinon pour répondre à la question, quand je faisais des en fait, au début, je m'étais lancé un défi 30 jours, j'avais aucune ouais. attente, faire un short par jour à publier sur TikTok, YouTube Shorts, Instagram pendant 30 jours. Je me Mmh. disais: «Bon, ça fait 1 ou 2 millions de vues, c'est déjà pas mal». Ça a fait 41 millions de vues le premier mois.
donc j'étais sur le cul. Je me suis laissé happer par l'euphorie, du truc. En fait, c'est très addictif, hein. Quand tu te réveilles le matin, premier truc que tu fais, tu regardes les performances de ta vidéo Ouais, ouais. verticale de la veille. Tu es là: «Oh, 1 400 000 vues en 24 heures, incroyable!» et ça te fait un shot de dopamine. En fait, je pense que ça doit vraiment produire un effet similaire à la cocaïne. Ton ego est amplifié et non pas parce que, Pour les bonnes raisons. tu mais en fait, le truc, c'est que tu as des chiffres qui te prouvent il y a eu un mois, août, bah, ce mois-là, j'étais le créateur francophone numéro un sur les shorts. Quand je dis ça, je ne me la pète pas, c'est un fait vérifiable et quand toi, tu vois ça, tu pètes un peu un câble, quoi. Tu te sens vraiment happé dans l'euphorie de la création de contenu. Tu as envie de faire mieux et tu es la tête dans le guidon et tu réfléchis pas trop, en fait et juste, tu es là, tu veux performer. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est seulement après 6 mois que je me suis posé des questions. Bon, est-ce que j'ai envie de devenir, le monsieur astuce, de TikTok? Peut-être pas, tu vois? C'est peut-être pas ça mon but dans la vie, c'est peut-être pas ça l'histoire que j'ai envie de raconter à mes petits-enfants plus tard. J'ai peut-être envie de travailler avec moins de gens, mais leur apporter plus de valeur que de faire du contenu parce que disons-le, c'est du divertissement. Même si je faisais toujours en sorte de donner des conseils, Ouais, que ouais. c'était du infotainment, information, divertissement. Mais bon, voilà, le quand tu vois l'audience, c'était beaucoup des jeunes, pas forcément que des jeunes, mais bon, ça volait pas très haut et moi-même, je ne consommais pas ces contenus-là. Donc je me Ouais, suis dit, au bout d'un moment, j'ai envie de créer le contenu que moi j'aime consommer mmh. et clairement, c'était pas ça. Même je faisais des shorts où je disais aux gens, mon hook, c'était, «Mec, qu'est-ce que tu fous? Casse-toi de TikTok, arrête de te liquéfier le cerveau sur cette plateforme satanique». Ça, c'était mon hook et ça cartonnait, tu vois? Mais vraiment, je déconseillais activement aux gens, même via mes TikTok Shorts, de consommer ces formats-là. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon voilà, même moi, Ouais. je Ils ont crois pas dans ces formats, donc je vais faire autre chose». C'est vrai qu'on oublie, on connaît tous le côté, bah, c'est, addictif de consommer, mais on oublie qu'en fait, ces plateformes-là, c'est des marketplaces, qui doivent rendre addict, le consommateur, mais le créateur aussi, et donc en fait, c'est des ouais, ça peut vite être, vicieux. Mais et alors, justement j ouais, vas-y. juste rajouter un truc, moi TikTok, je ne connaissais strictement rien à cette plateforme. J'ai monté un compte de 0 à 400 000 abonnés en 2 mois, sans jamais me connecter dessus. J'envoyais les fichiers à mon frère qui était en France parce qu'il fallait publier depuis la France. Moi, j'habite en Thaïlande, donc ça marchait pas, c'était montré à des Thaïlandais. Je n'ai jamais eu cette application démoniaque sur mon téléphone. Ça ne Je connaissais rien au hack de l'algorithme TikTok. Ça ne m'a pas empêché de passer de 0 à 400 000 abonnés en 2 mois. Juste parce que je créais du contenu que les gens voulaient voir et c'est vraiment ça la base. Les petits hacks de l'algorithme, je vais optimiser la description, les Ouais, ouais. tags, les machins, l'heure de publication. Ça, dans 90 des cas, c'est de la branlette. Ouais, ouais. Si ton contenu foire, c'est parce qu'il est pas assez bon, ton hook n'accroche pas l'attention, le sujet est mauvais donc voilà, moi ça m'a prouvé ça par cette expérience. Mais ça, c'est des mythes, ces petits trucs de hack et tout, c'est juste des mythes, pour vendre du consulting ou de la presta, mais c'est Ouais, ouais, ouais. personne, enfin, je sais pas, je vois personne qui a des grosses audiences, qui fait ce genre de truc, quoi. Non, C'est bah, vrai, non. complexifier, un problème simple, c'est très rentable. Mmh, et ça Alors que d'ailleurs, ouais, c'est jamais le cas. Enfin, tu prends, la base, en fait, ça reste, des personnes qui veulent écouter un message. Bah, en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie d'écouter? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre? Et ça, ça reste la base de tout et on revient au point, crucial, positionnement. OK, je fais du contenu. Pourquoi est-ce que je le fais? Pour qui est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je veux apporter? Comment je vais l'amener? Quel concept je peux apporter de différent de ce qu'il y a déjà actuellement pour me sortir du lot? Quand tout le monde va à droite, va à gauche. C'est un point de base, en fait, que trop souvent on oublie parce qu'on se dit: «Ouais, il y a forcément un hack parce qu'il l'a compris». Non, en fait. Et ouais, là-dessus, j'ai une question qui me vient, c'est, sur la stratégie, est-ce que, il y a parce qu'on parle toujours d'avoir, de connecter avec le créateur, d'amener ses valeurs, d'amener qui l'on est. C'est quoi votre avis sur la diversité des vidéos du type: «OK, j'ai une chaîne YouTube, le mec il fait des vidéos vraiment, très, spécialisées, type consultant ou, expertise et en même temps, bah, il va me faire, des vlogs, ou, parler de sujets qui, n'ont pas forcément grand chose à voir, mais qui vont se raccrocher au sujet quand même. On va pas commencer à parler de cuisine si j'ai une chaîne business, quoi. Mais ouais. dans l'intérêt de la chaîne quand même. C'est quoi un petit peu votre avis là-dessus? Est-ce que ça dilue complètement, l'audience qu'on a? Est-ce que ça impacte négativement, ce qu'on peut créer? C'est quoi un petit peu votre, retour, à ce niveau-là? M Moi, mon avis là-dessus, c'est que
ça dépend vraiment de l'intention avec laquelle tu crées ta chaîne et c'est pas blanc ou noir, mais pour moi, ça peut servir le propos, tu vois? On prend exemple, la chaîne de Théo Lion, par exemple, en France. Donc lui, il a un groupe d'agences. Son contenu sur sa chaîne principale, lui, c'est plutôt, tu vois, de la philosophie, des trucs sur sa vision de la vie, des choses comme ça. OK, bon, bah, à quoi sous quelle forme ça sert son entreprise quand même? Bah, parce que, tu vois, les gens vont pouvoir matcher avec lui peut-être sur les valeurs, sur, la vision du monde et du coup, le jour où ils ont besoin du service en question, bah, peut-être ils vont s'orienter vers lui. Ça aura pas été un funnel, en mode, j'ai fait, le tuto, Facebook Ads, il a découvert, et il a acheté direct, tu vois? Mmh. Mais, il y a quand même c'est quand même lié aux intérêts du business au final, tu vois? Donc pour moi, ça peut avoir sa place, ça peut avoir sa place, il y a pas forcément une stratégie meilleure que l'autre et voilà, à chaud, je dirais ça. Moi, je dirais que OK. tu gagnes toujours à humaniser ton contenu. Il y a aucun cas dans lequel c'est déconseillé de le faire. Après, ça dépend de la manière dont tu le fais, mais aujourd'hui, surtout maintenant avec la montée de l'IA, ton humanité, c'est ta douve. C'est ce qui te protège, de la concurrence, c'est ce qui te rend unique et même si, je sais pas, tu partages un vlog de ta vie, tu dis des choses un peu polarisantes, je sais pas, je pense que tu gagnes plus à polariser un peu, même s'il y a des gens, bah, ça leur plaît pas, ils sont pas d'accord, ils se désabonnent, bah, c'est bien qu'ils se désabonnent. Il va y avoir, une autre partie de l'audience qui va résonner émotionnellement et eux vont tu vas créer une relation beaucoup plus profonde avec ces gens-là, comparé à si tu restes borné à ton expertise qui est certes importante, mais de toute façon, on reste des humains, on veut se connecter à d'autres humains et vraiment je ne vois aucun cas où je Le déconseillerais de montrer des choses personnelles. À le part ouais. peut-être si tu es dans une niche très formelle, tu es avocat ou des choses comme ça, peut-être, mais c'est vraiment des exceptions qui confirment la règle pour moi. Ou si jamais tu veux un business un peu moins personal brandé et que c'est un canal, de communication pour le business et que demain, ce sera plus toi dans le truc. Ouais, Mais type, ce qui est pas le cas J7 de J7 Média sur les ads, par exemple? ouais ou ouais, mais je Ah pense oui, que oui, oui. je pense que voilà, c'est peut-être pas le cas de 99 des gens qui nous écoutent donc Ouais, ouais. Oui, Ouais. oui, par faut rapport à le l'audience que nous on a tous, non, clairement ouais. pas. Après moi, je me rends compte que je suis toujours biaisé parce que je vois de ma situation, mais là, quand vous donnez ces exemples-là, je vois des choses que moi je voyais pas forcément. Par exemple, Mmh. effectivement, faire une chaîne où tu as plusieurs intervenants, moi, c'est des choses auxquelles je suis rarement confronté donc ouais. Ouais, bah, en fait, c'est plus, la question de la diversité, tu vois? Enfin, moi, j'ai, par exemple, dans mon cas, ma chaîne YouTube, elle est là pour, bah, déjà de une parce que j'aime bien créer. Premier point. Si je pense que Ouais. si on n'aime pas Mmh. créer, ça sert à rien de commencer ça, de toute façon. Sauf si effectivement on est dans le corpo, ou je sais pas quoi et qu'il y a un intérêt purement business et faut le faire, point. Mais pour des créateurs comme nous, des infopreneurs, je pense pas que ça soit, la stratégie que j'emploierais personnellement. Donc déjà, c'est le premier point et après c'est, bah, je veux juste créer de la relation et montrer que je suis humain et que je suis vrai et que, bah, je peux avoir des discussions aussi avec des gens hyper intéressants comme vous et ça vous met aussi en lumière, donc ça aussi, ça me fait kiffer. Je peux parler avec vous, je vous mets en lumière, je me mets en lumière, donc c'est parfait. J'apprends, vous apprenez et c'est cool. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est cool pour vous. Moi, je me le fais chier. Mais OK. Je rigole. Je rigole. Mais c'est Emilio, il dit rien, donc c'est pareil, merci. Hem Mais du coup, tu vois, c'est vraiment ça l'intérêt, tu vois, pour moi. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai plein de formats et je pense que ça doit pénaliser sur l'algo peut-être, parce qu'il y a pas tout le monde qui vient chercher la même chose, mais en même temps, bah, je m'en fous. Voilà. Ouais, c'est pas forcément enfin, moi, ma conviction, c'est que c'est pas toujours les gens vont pas enfin, c'est pas les mêmes personnes qui vont regarder les mêmes formats, Ouais. forcément. Donc, Mais effectivement, justement, il y a cette théorie d'avoir une chaîne par format aussi. C'est quoi un petit peu, le retour d'XP que vous avez là-dessus? On voit d'ailleurs, les plus gros aux US, Iman Gadzhi, bah, il a Iman Gadzhi, business, Iman Gadzhi normal, Iman Gadzhi, ouais, témoignage, blog, machin. vlog même. Enfin Mmh. ouais, Ouais. c'est quoi un peu votre retour là-dessus vous? Bah, moi, je me suis posé cette question et en fait, aujourd'hui, vu le fonctionnement de l'algorithme, il semblerait que ce soit beaucoup plus intéressant de tout mettre sur la même chaîne. Aujourd'hui, l'algorithme, favorise la diversité de contenu, il apprécie. Si tu fais, par exemple, un podcast, bah, et que tu veux aussi faire, des vidéos courtes, les mettre sur la même chaîne,
même des extraits de ton podcast, à condition que ça reste à la même audience. En fait, Mmh, aujourd'hui, ouais. la règle serait, en fonction du fonctionnement de l'algorithme à l'heure actuelle, en 2026, une chaîne égale une audience, mais le multiformat est très, apprécié par l'algorithme. Je Mmh. j'abonde parce que pour moi, le sujet, il est plus est-ce que entre tous ces formats-là, il y a un fil rouge commun sur la thématique, à qui ça s'adresse, l'angle, et cetera. Tu vois, je te donne un exemple, si tu prends Finari sur l'éducation financière, bah, ils font du multiformat en réalité. Tu as des formats storytelling où ils parlent d'histoires de mecs qui sont devenus riches, des analyses de patrimoine, tu as des interviews avec des experts de la finance. Mmh. Hem, donc les formats sont variés. Par contre, l'angle, c'est toujours le même, tu vois? Et la niche, c'est toujours la même et le niveau d'éducation de la personne qui regarde, enfin, en gros, le niveau de vulgarisation du discours, c'est toujours à peu près le même aussi. Donc ça marche. Par contre, si tu mets du multiformat avec, des sujets peut-être un peu trop enfin, un peu trop variés, je pense que ça peut être plus compliqué aussi. Mmh. Ouais, OK. Moi, je suis d'accord et ça fait sens. En soi, c'est logique. C'est une «émission» entre guillemets et Ouais. dedans, il y a plein de formats, mais c'est juste pour les mêmes personnes, quoi. Donc ouais, ça fait sens. Ouais. OK. Et puis focus, quoi. C'est-à-dire que si tu te disperses sur plein de chaînes, autant mettre Bah, toute c'est ce ton que je me énergie dis sur aussi, quoi, une. hein. Bah, c'est que Ouais, c'est Si ça ça. parle aux mêmes personnes. Tu parlais d'Iman Gadzhi, il faut regarder aussi la gueule de Oui, son oui. pôle, contenu, tu vois? Là, on est dans Oui, oui, bien sûr. les mecs qui ont des dizaines de personnes dans l'équipe, pour gérer, Ouais. pour pondre du du contenu, en masse, quoi. Tu Ouais et je regardes connais par pas leur exemple, budget, hein. le podcast Diary of a CEO, vous Ouais. connaissez? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais lui, je crois qu'il a changé. Avant, il avait une chaîne pour les clips, maintenant il met les clips sur sa chaîne principale. OK. Mmh, OK, intéressant. C'est intéressant ça. Ouais. Mais même, Hormozy, il a tout sur la même chaîne, hein. Mmh. Ouais, il a créé Ouais. une chaîne Highlights, là, c'est une autre chaîne avec des petits extraits, Ah. mais c'est pas des Bon, à la shorts. base, en tout cas, il faisait quasiment tout sur la même au début, en tout Mais cas, ouais, 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 c'est quasiment. OK. quasiment tout sur la même chaîne OK. et ce que je voulais dire par contre, au sein d'une chaîne, faut faire gaffe selon moi quand même, hem, à avoir un peu une cohérence sur les sujets. Tu vois, moi j'ai une 2e chaîne, qui s'appelle Level Up où c'est en gros, c'est des interviews un peu, dev perso, en mode Diary of a CEO, et je m'aperçois que plus je prends des thèmes séparés, plus j'augmente la variance de vues entre des épisodes. Par exemple, si je fais alimentation, investissement, relations, bah, il peut y avoir un épisode qui pète, qui fait 100 000 vues et celui d'après qui fait 500 vues, tu vois? Mmh. Alors que sur des chaînes où c'est toujours la même thématique, tu as quand même plus une cohérence et la variance de vues va être peut-être plus faible. C'est-à-dire que, peut-être qu'il y aura moins ce côté, un banger qui fait, je sais pas 300 000 vues, mais le plancher de vues, il sera, à 5 000, tu vois? Mais Donc tu vois, Legend, Ouais, il fait la même chose que toi sur Level Up, tu vois? Et bon, c'est ouais, sûr, il y mais en a aussi qui vont péter à plus que la moyenne, mais ouais, après Légende, il y a 2 trucs. Il y a, je pense la fame des invités, sur certains ouais. invités, et il y a, l'angle quand même unique. L'angle unique de Légende pour moi, c'est, la curiosité, tu vois? C'est, le mystère, c'est, on va prendre des professions obscures et aller creuser des anecdotes et il y a un truc dans Légende aussi c'est du contenu qui est captivant, qui est pas intéressant au sens où, en fait, on s'en fout, tu vois, d'apprendre le mec qui analyse les profils des tueurs en série, ça sert à rien enfin, c'est pas de la compétence, si tu veux, qui est vraiment aussi utile que ça, mais par contre, c'est captivant dans le sens un peu, curiosité morbide, tu vois? Et je pense que c'est plus ça leur angle à eux, tu vois? c'est Mmh. vrai que leurs vidéos les plus vues, c'est le médecin légiste, c'est lui, il Ouais, occupe les cinq ou 6 vidéos les plus vues, ouais, c'est lui. ouais, Ouais, c'est ça ouais. On et voit comment on est chelou. a priori, tu vois, c'est pas très utile de s'y connaître en ça dans la vie de tous les jours, mais Les vérités inavouées des humains. ouais, voilà, tu vois? OK. Ouais, non, Donc mais c'est vrai, c'est un donc bon point ça. il y a quand même un C'est un bon angle point. il y a quand même un angle commun, tu vois? Ouais et du coup, tu Une vas cohérence. travailler ça Ouais, dans moi ce sens-là pour ton podcast là? Ouais, ouais, je vais bosser, là, je suis en réflexion dessus, je vais peut-être bosser avec, Valran, sur ça, Ouais, parce que lui, c'est un du crack du Légende, Crayon, ouais, média du Crayon. crayon, enfin, on va voir, mais pour voir OK. justement la cohérence de format, de sujet et tout, à œil extérieur, quoi, tu vois? Mmh. OK, intéressant.
Trop bien. On a fait un bon retour. J'aimerais qu'on aborde, l'IA, parce que je pense que ça, c'est un point qui va être, déterminant dans les 4 prochaines années, si ce n'est moins. Hem, Déjà, juste selon vous, alors je sais que ça existe déjà et il y en a qui font déjà ça de sacrés chiffres dessus, mais des chaînes full IA. Chaîne full IA et ou remplacement, partiel de nous sur, nos chaînes YouTube. Est-ce que c'est des choses qui, selon vous, seraient viables? Est-ce que, selon vous, c'est des choses, que, vous envisagez? C'est quoi un petit peu votre point de réflexion là-dessus? J'aimerais bien qu'on ouvre le sujet. Tu veux y aller, Baptiste? Ouais, alors je sais pas si j'ai énormément de trucs à dire, mais moi je pense qu'on y va. Enfin, le monde y va en tout cas. Genre, clairement, je pense qu'il y a un premium à avoir fait ça, pré-IA, tu vois? Avoir fait sa chaîne pré-IA. Ouais, Là, quand je dis le monde y va, c'est, en mode, il y aura juste des avatars IA, à la place de nous, quoi, et ce qui est assez logique. Tu te dis, là, les trucs qui génèrent des avatars IA commencent à être très convaincants. Dans 1 an ou 2, ce sera encore plus, ce sera plus rapide, ce sera plus facile, enfin voilà. Heu, Ce sera naturel qui se dira: «Je vais aller prendre ma voiture, louer un studio, aller tourner dans un studio», pour ceux qui tournent en studio. Voilà, enfin, je pense qu'il va y avoir une prolifération de ça. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas vraiment d'avis, tranché là-dessus encore, et sinon au niveau de la place de l'IA dans le process de création, moi, mon expérience perso, ça a été découvrir que ça peut faciliter le travail, l'utiliser à fond, à fond, à fond, et finalement, m'en passer de plus en plus. Maintenant, je l'utilise que 100. sur certaines tâches du process. J'utilise, tu vois, par exemple, quand je veux avoir une analyse rapide de données, de trucs comme ça, c'est quand même pratique de pouvoir, scanner toute une chaîne YouTube, d'un coup, faire un notebook LM et avoir le résumé, Mmh. en 1 seconde. Mais j'utilise pas pour en fait, l'IA pour moi, c'est plus là pour nous aider sur la forme que sur le fond. Et si tu utilises l'IA pour faire ton fond, bah, du coup, ce sera de la merde. Par contre, si tu utilises pour, faire la forme plus rapidement, ça peut être, c'est smart, quoi. Mmh. OK, intéressant. Moi, il y a 2 jours, je suis tombé sur, une chaîne anglophone. Ce sont des interviews de personnes âgées, de seniors, qui donnent des conseils de vie, qui disent quels regrets ils ont, qu'est-ce qu'ils feraient différemment dans leur vie, leurs relations et cetera. Et en fait, ces vidéos sont 100 générées par IA et tu ne vois rien. Ça fait des millions de vues. Tu regardes les commentaires, tout le monde est dupe. Tout le monde y croit. Les gens, ils sont là à dire: «Ah oui, monsieur, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, moi aussi, mon histoire, blablabla». Les gens se font avoir et le créateur de cette chaîne, ça l'arrange bien de laisser croire que c'est une vraie personne. Tu vas lui demander, il va dire: «Oui, mais je mets à la fin de la description, un paragraphe qui fait un disclaimer», voilà, mais 99 des gens ne vont pas aller voir en bas de la description. Si tu voulais dire à tout le monde que c'était une IA, tu mettrais dès la première seconde de la vidéo: «Cette vidéo a été générée par IA». On en est là, aujourd'hui. Des gens qui racontent des histoires qui n'existent pas. C'est de la génération artificielle de storytelling et en plus, tu as les mêmes, seniors qui reviennent d'une vidéo à l'autre. Ils créent une relation Mmh. et ils: «Ah oui, aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire» et en fait, ils arrivent à créer un lien émotionnel entre l'audience et une personne générée, de manière synthétique. Et je trouve ça assez bluffant. Ça va ne faire que s'améliorer avec les modèles qui avancent et aussi, il faut se dire qu'il y a des industries entières qui se mettent en place derrière ces formats-là. Ouais. De plus en plus, le marché va se sophistiquer. Tu as de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans parce que tu peux faire beaucoup d'argent. Non seulement avec la monétisation YouTube, mais si tu lances une chaîne avec des influenceurs IA ultra réalistes, des chaînes de niche où tu peux faire de l'affiliation, tu peux, créer une source de distribution stable pour, des produits, des SaaS, des marques e-commerce, peu importe. Ça peut devenir des vaches à lait et de plus en plus, ça va devenir indétectable. Moi, là, cette chaîne dont je vous parle, j'ai réussi à détecter parce que je suis à fond dans l'IA, mais encore une fois, 95 des gens dans les commentaires se font duper et ce qui est aussi étonnant, c'est que ceux qui savent que c'est une IA, tu en as une bonne partie qui disent: «Oui, mais moi je m'en fous, ce qui compte c'est le message, là peut-être que la personne n'existe pas, mais il y a plein de gens dans le monde qui vivent la même chose». Donc les gens sont limite tolérants. Alors peut-être qu'il y a un biais cognitif où
Les juste parce qu'ils ont quelqu'un leur Ils se sont dit: fait «Oui, mais tu avoir, t'es ouais, tu t'es fait avoir, donc tu trouves une Oui, oui, raison mais je savais, pour éviter ouais, la dissonance cognitive», tu vois? Mais je trouve ça intéressant, tu vois, ce genre de business qu'on commence à voir émerger. Et du coup, où va-t-on? Je pense que de plus en plus, il faut montrer des vrais projets dans la vraie vie, faire du building public. Aujourd'hui, les IA sont en train de gagner sur, le format face caméra, même storytelling. Elles peuvent faire des histoires très convaincantes, inventer, générer de manière synthétique des humains qui n'existent pas et les gens croient que c'est des humains, ça l'IA peut le faire. L'IA peut pas encore atteindre le niveau de complexité où, tu as un vrai projet. Par exemple, je sais pas, tu es coach sportif, bah, tu montres tes coachings avec tes clients. Moi, je lance un SaaS, tu vois? Je fais du building public, je monte le projet. Il y a une complexité, qui surtout, augmente de manière exponentielle, sur le long terme, quand ton projet dure dans le temps. Parce que tu vas le montrer sous différents angles, tu vas montrer les évolutions et cetera. L'IA aujourd'hui peut faire du contenu, on va dire, de surface, des pièces de contenu uniques. De plus en plus, ça va se sophistiquer. On va ouais. pouvoir commencer par créer avoir émerger des univers narratifs, entièrement générés par l'IA. Tu vois? Là, je te parle des interviews de personnes âgées. Peut-être que dans la prochaine vidéo, ce sera une interview avec leurs petits-enfants qui vont venir, tu sais? Il va y avoir d'autres personnages et tout, ça va commencer à se développer de manière de plus en plus, complexe. Mais il y a encore, si tu veux, l'intelligence humaine a un attribut que l'intelligence artificielle n'a pas, c'est qu'elle est généraliste et très fluide et adaptable. On peut, s'adapter à un très grand nombre de contextes, ce que l'IA ne peut pas faire. C'est pour ça que l'objectif final de ceux qui font l'IA, OpenAI, Google et cetera, c'est AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale. C'est-à-dire qui atteint ce niveau de flexibilité dans la variété des tâches qu'elle peut, effectuer. On n'en est clairement pas là. Mais aujourd'hui, je pense que de plus en plus, il faut aller vers ce que les IA ne savent pas encore faire. Le building Mmh. public, c'est une chose, il y a aussi la créer une forte marque personnelle, montrer sa personnalité, être authentique. Je pense que de plus en plus tu vois déjà aujourd'hui, le contenu purement informatif, c'est déjà mort en fait, Ouais. ça ne marche plus. Ouais. Les gens demandent à ChatGPT: «Pourquoi est-ce qu'ils écouteraient ta vidéo ou de 20 minutes alors qu'ils ont une synthèse, en dégainant leur téléphone et en demandant à ChatGPT?» De manière encore plus claire et plus efficace. S'ils cherchent juste de l'information et que tu es juste là pour leur donner de l'information, tu es déjà périmé, en fait. Ton Ouais. existence n'a plus aucun sens. Il faut aller au-delà et créer une connexion émotionnelle avec les gens. Mmh. Mmh. Ouais, clairement, et pour moi, franchement, je pense qu'on est dans les dernières années et comme tu as dit avant Baptiste, il y a un côté premium à être maintenant aujourd'hui, sur YouTube, ou sur les réseaux. Mais moi je préfère, personnellement, YouTube. Pour moi, c'est là où il y a le plus d'inertie. Insta, tu publies plus, il y a plus rien. Par contre YouTube, tu restes. Et c'est un peu plus profond aussi. Hem, mais clairement, je pense qu'il y a encore, allez 3 ans jusqu'à ce que, on ait, bah, vraiment ce côté, OK, est-ce que c'est un vrai humain ou pas? Et on se pose, même plus la question. On sait que chaque nouvelle chaîne, limite, c'est, du fake, quoi. Je pense que déjà nous, parce qu'on est là depuis, un moment, alors toi, Émilie, encore plus, on a déjà un edge que les autres n'auront pas, ceux qui vont se lancer en 2030. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je le vois comme ça. Nous, on a Ouais. cette confiance qu'on acquérit, depuis un certain temps, qui celle-là, en fait, elle est pas remplaçable. Personne peut aller chercher ça, tu vois? Et au plus tôt on se lance, au plus tôt on est, bah, voilà, présent, sur, YouTube, sur, un réseau social et on se montre et on fait du building public, du vlog, on montre les projets, les émotions aussi. Ça, les gens, ils connectent à fond. Si, je partage vraiment les difficultés que j'ai à lancer mon activité, OK, une IA, elle peut le faire, mais en fait, si l'activité, elle est fake et que, il y a pas vraiment de profondeur dans ce que la personne partage, ben, on va le sentir et ça, j'espère qu'on n'arrivera pas à le faker avec une IA, même si je sais qu'on va y arriver parce que vu, l'avancée qu'on a déjà aujourd'hui, c'est déjà assez fou. Mais, ouais, faut se lancer au plus tôt, quoi. Au plus tôt on peut se lancer, au plus tôt on a un avantage concurrentiel pour la suite, quoi. Ouais, il va y avoir, je pense, une industrialisation du contenu, un petit peu comme, à l'ancienne, à l'ère industrielle, tu vois? Où, du coup, il va y avoir, pour moi, du contenu commodité massif. On le voit déjà avec des fermes de contenu IA qui pondent du short, en masse et tout ça. Heu et de l'autre côté, peut-être, le contenu artisanal, en mode artisan de luxe, premium. Ouais, Donc ça va se scinder. Je pense que tout ce qui est au milieu va mourir. Ça va se scinder comme ça et d'ailleurs, on voit même, je crois que c'est Sora, où ils ont fait leur réseau social, IA. Donc en gros, ils ont fait un feed comme Insta, mais c'est que des contenus IA dessus
Hem et heu et en gros, ça va être enfin, moi, je le vois vraiment comme une, enfin, c'est Matrix, quoi, tu vois? C'est genre un feed à dopamine, où tout est fait en mode IA et tout et je pense que ça aussi, ça va peut-être changer aussi, la manière de le rapport au contenu et l'éducation. C'est-à-dire que, de plus en plus, il y aura les outils pour se défoncer le cerveau, gratuit, quoi. C'est genre il y a l'héroïne gratuite, à l'infini, encore plus. Donc je pense qu'il y aura des vrais enjeux aussi, sociétaux qui vont arriver, mais Ah, c'est mais un tu le peu vois en même dehors de sur, notre sujet, mais tu regardes, il y a des OFM, full IA, qui, font des millions et les gens, ils le savent, en fait, que c'est une IA. Mais il y a des ouais, porcs, pardon, mais des mecs qui spend, dessus sans aucun problème, tu vois? Et ils savent très bien que c'est une IA et les mecs, ils y vont. Donc ouais, comme tu as dit avant Emilio, les gens, ça les dérange pas, en fait. Ils sont conscients, c'est OK. moi je pense que Ça tout le vient monde s'en nourrir, fout, hein. Je pense que tout le ouais, monde ouais, s'en fout que ce soit des contenus IA en réalité, il y a quelques niches réfractaires en mode les artistes et tout, parce que ça challenge leur raison d'être en gros, mais ouais, sinon le mass market, enfin je pense qu'en vrai, ouais, ils s'en foutent. tout le monde s'en tape, quoi. Après, tu as plein de business qui sont très visibles. Tu parles de OFM, mais qui sont là pour, essorer un vice de la nature humaine. Et ces business-là ont historiquement toujours fait énormément d'argent. Aujourd'hui, on peut les propulser à une échelle, encore supérieure avec l'IA. C'est ce qui sera le plus visible. Mais après, même dans des business, tout à fait, respectables, je pense qu'utiliser l'IA va de plus en plus, être indispensable et je pense aussi, qu'il faut faire attention à la dichotomie entre humain vs IA. En réalité, c'est un spectre. C'est pas, contenu full IA ou Ouais. contenu full humain. Aujourd'hui, moi, j'ai ma marque personnelle, j'utilise quand même à fond l'IA dans mes process, pour, par exemple, préparer mes épisodes de podcast. J'ai un process où, je prends le transcript de mon épisode après l'enregistrement, je le colle dans un prompt, il me sort le chapitrage, la description, il me sort, l'email à envoyer pour faire la promotion du je le modifie toujours un peu, mais la promotion de l'épisode. Tous les assets marketing qui viennent faire la promotion et compléter l'épisode de podcast, ça, ce serait une charge mentale épouvantable si je devais tout faire tout seul ou alors il faudrait que je prenne une équipe. Mais moi, j'ai tendance à toujours privilégier, le fait de rester solopreneur. J'aime bien être, tranquille. Et l'IA aujourd'hui permet d'avoir un effet de levier phénoménal quand tu es un solopreneur. Je crois que c'est Sam Altman qui disait qu'avec ses amis, il pariait sur, l'année où on verrait le premier solopreneur milliardaire, qui a une billion dollar company en étant Ouais, seul. c'est vrai. C'est des choses qui vont probablement arriver dans le futur. Et même par rapport à la créativité, je pense pas que contenu généré par IA, c'est forcément ce qu'on appelle AI slop. AI slop en anglais, en français, on pourrait le traduire par, du détritus d'IA, c'est-à-dire des contenus générés en masse avec des prompts juste pour le fun et qui inondent les réseaux sociaux avec ça, du contenu qui n'a aucun intérêt, qui est juste là pour, traire le temps de cerveau des gens. Mais en réalité, tu peux aussi utiliser l'IA pour, sublimer ta créativité. Je sais pas, tes monteurs vidéo, par exemple, aujourd'hui, tu peux mettre des effets avec de l'IA, faire apparaître des trucs pour donner une dimension supérieure. Tu peux vraiment utiliser l'IA dans le cadre d'une direction artistique, plus globale, pour, atteindre des choses qui étaient impossibles à faire avant. Ça peut être un fantastique outil, pour créer du contenu de qualité époustouflante. Donc, moi, c'est vraiment c'est plutôt le comment dire? C'est l'intention que tu mets derrière l'utilisation de l'IA. Si c'est juste pour, inonder les réseaux d'un tsunami de contenu dégueulasse, bah, voilà, évidemment, l'immense majorité des gens sur internet font n'importe quoi, ont une vision court terme, donc c'est ce qu'ils font. Mais si aujourd'hui tu as une vision long terme, tu as un vrai projet, moi, par exemple, c'est mon cas avec, ma plateforme Tiny Pages, on utilise l'IA à fond dans Tiny Pages. Mon associé, c'est un développeur senior, il est très fort en code de base, il utilise l'IA, il est à lui tout seul comme une équipe de 10 devs. Parce que l'IA lui permet de faire tout le travail, fastidieux que d'habitude un junior dev ferait. D'ailleurs, c'est un peu un des problèmes dans beaucoup d'industries, c'est que le marché se fait grignoter par le bas. Les seniors deviennent extrêmement forts avec les outils d'IA et les juniors galèrent à se faire, Ouais. embaucher parce que justement ils sont remplacés par les IA et les seniors ont une force de frappe incroyable. Mais voilà, aujourd'hui même dans Tiny Pages, on intègre de l'IA. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est permettre à nos créateurs qui ne sont pas des marketeurs, qui n'ont pas de compétences en copywriting, de générer des pages de vente avec l'IA qui connaît leur business, qui connaît leurs produits déjà, qui a tout le contexte. De plus en plus, je pense que ceux qui utilisent pas l'IA, bah, juste vont rester à la traîne. Ils vont se faire manger.
par ceux qui utilisent l'IA et c'est pas parce que Ouais. tu utilises l'IA que ce que tu fais, c'est de mauvaise qualité. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises, avec quelle intention. Je pense que l'IA a rendu l'exécution beaucoup plus simple et l'exécution est une commodité maintenant. C'est-à-dire créer un site web, ça prend 3 secondes, avec, Lovable, créer des images, ça prend 3 secondes avec, Gemini, et cetera et cetera. En revanche, l'IA ne remplace pas la substance, intellectuelle, donc faut la driver, quoi. Donc je pense que enfin, je rejoins du coup, Emilio. Pour un senior, pour quelqu'un qui a un plan, qui sait ce qu'il fait, qui a du fond, bah, du coup, il peut exécuter, 10 fois plus vite. Mmh. Par contre, s'il y a pas de fond et que, c'est l'IA qui s'en charge, c'est ça fera de la merde, quoi. C'est juste un amplificateur dans tous les cas, en tout cas à Ouais, l'heure actuelle. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Ça amplifie et ça te permet juste d'enlever des tâches, qui sont peut-être rébarbatives ou qui sont plus ouais, que pénibles. Mais si tu mets de la merde dedans, il te sort de la merde, quoi. C'est shit in, shit out, quoi qu'il arrive et ça, faut c'est pour ça qu'il y a quand même la et nécessité d'avoir un minimum de ouais, compétences sur ce que tu fais, pour pour, comprendre aussi ce que tu vas mettre dedans pour avoir les bons outputs, quoi. et pour Donc analyser Mmh. ce qui sort aussi, parce que, tu vois, si tu sais, je sais pas, tu fais une VSL avec l'IA, si tu as ouf, écrit, bon courage. 35 000 bah, si tu ce que je veux dire, c'est que si tu as écrit 35 000, VSL dans ta vie, peut-être Oui, tu vas réussir à lui donner les bonnes entrées, il va te sortir un truc, tu vas dire: Ça, c'est pas bon, refais ça» et assez rapidement, tu auras un résultat, cool. Par contre, si tu as pas la capacité à juger ce qui te sort, tu vas dire, «Putain, il m'a fait la VSL en 3 minutes, elle est géniale» et en fait, c'est de la merde, tu vois? Donc je ouais, pense qu'il y a aussi clairement. ouais, il y a aussi ça, quoi, capacité de discernement de ce qui sort, Ouais. En fait, la plupart des gens utilisent l'IA comme un fusil sniper, mais sans la lunette de visée. C'est-à-dire, ils tirent, ils obtiennent un résultat, mais ils ont aucun moyen d'atteindre leur cible. Alors que quand toi, tu es un expert, tu as ce que Naval Ravikant appelle de la connaissance spécifique, qui a été acquérie par ton expérience dans ta carrière, par l'exploration de ta curiosité authentique, tu obtiens une capacité de jugement qui, combinée à l'IA, c'est comme si tu avais ton fusil sniper et tu obtenais la lunette de visée. Et là, tu peux être beaucoup plus précis et obtenir un résultat d'une qualité époustouflante comparé à quelqu'un qui, effectivement, comme tu l'as dit, Baptiste, a aucune idée de si le résultat est bon ou mauvais. mmh, Généralement, l'IA, tu sais, par défaut, ChatGPT, il va toujours être un yes man. Il va toujours te c'est dire: «Oui, génial. ton Ouais, idée, ouais. elle est trop bien», alors que ton idée, c'est de la grosse merde et certains se croient malins, ils vont dire: «Bah, moi, je dis à ChatGPT, défonce-moi». Sauf que dans ce cas-là, même si ton idée est excellente, il va toujours chercher la petite bête pour te montrer que ton idée est nulle, parce que c'est ce que tu lui as demandé. En fait, ce que fait l'IA, c'est juste te donner comme des photos de perspectives différentes et ce qui est, je pense, intelligent de faire, c'est de demander à l'IA un maximum de perspectives différentes. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est avoir un prompt où tu lui dis, tu es un conseil de, tu es un board of advisor avec, tu peux mettre des entrepreneurs que tu respectes, Steve Jobs, Naval Ravikant, peu importe et chacun donne son avis sur le problème d'un angle différent. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu puisses toujours prendre la décision finale. C'est pas: «Je vais écouter bêtement ce que me dit l'IA», c'est: «Je vais demander à l'IA de me donner une perspective, puis une autre, puis une autre, puis une autre» et à partir de mon jugement à moi, je vais pouvoir déterminer quelle est la bonne réponse. Ça va juste m'économiser de l'énergie cognitive de devoir tout réfléchir et brainstormer moi-même. L'IA va déjà c'est comme si c'était un stagiaire, tu lui dis: «Bah, tiens, propose-moi fais-moi un rapport, propose-moi des solutions, donne-moi un truc, clair avec tous les tenants et les aboutissants pour que moi je puisse prendre la décision». Mais effectivement, ce qui reste à la fin, c'est ton discernement à toi, en tant qu'expert. Et si tu l'as pas, si tu débranches ton cerveau pour brancher, GPT à la place, tu vas pas aller loin. Bah, dans tous les cas, ça revient à faire du contenu fade, lisse, qui, ne touchera pas vraiment, l'âme des personnes que tu veux toucher. En tout cas, dans ce que je vois, tu prends un contenu, généré par IA directement sans le challenger, sans bien le prompter, ou alors faire un projet Claude ou un projet sur ChatGPT. C'est de la merde qui sort. Ça ressemble pas du tout à ce que tu as, dans les tripes, à ce que tu as l'habitude de partager et pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est avoir les bonnes compétences. Pour moi, un infopreneur, un solopreneur, il doit apprendre tout de même, les fondamentaux du marketing, du copywriting, et pas juste se reposer sur, «L'IA sait écrire, c'est bon, j'ai pas besoin d'apprendre, le copy», tu vois? Pour moi, enfin tous les 3, je pense qu'on est très bons en copywriting, sinon on n'en serait pas là. Et dans copywriting, j'inclus, connaissance, avatar, savoir exactement les douleurs, les triggers à aller chercher, les déclencheurs émotionnels et ainsi de suite. Si ça, on l'a pas, quoi qu'il arrive, je pense qu'on n'y arrive pas forcément. Vous validez ou C'est vrai. pas? Je suis Ouais. d'accord avec toi, Ludovic.
et ça, je sais pas en quelle année c'est, qu'on a commencé à mettre ça en place, mais ça doit être dans les années 40. Eugene Schwartz, je crois que c'est d'ailleurs un peu plus tard qu'il a sorti, Breakthrough Advertising. C'est la base. On reste des humains et ça, faut pas l'oublier et faut pas se reposer sur des acquis type, c'est bon, on a, l'IA qui nous fait des posts. Non, non. Apprends le copy, rentre dedans, lis des vieux bouquins, forge-toi l'esprit et fais preuve de discernement là-dedans aussi quand tu vois des contenus et derrière après je pense que tu es une machine de guerre, et que, comme on l'a tu dit Baptiste, tu peux exécuter 10 fois plus vite, et surtout, tu peux, Ouais, bah, à l'image du sniper d'Emilio, bah, là tu sais où tirer, tu sais quoi tirer, tu sais quand tu l'as touché quoi. Donc ouais. ouais, tu vois, pour une vidéo, je voulais faire une partie en mode cartoon d'animation et tout, pour me faire un kiff. J'ai tout fait, via IA. Hem, Ouais. du coup, en fait, je savais ce que je voulais transmettre comme émotion. Je savais quelle mise en scène, je voulais faire. Je savais quelle ambiance visuelle je voulais. Je pouvais du coup guider très précisément, les différentes IA de génération d'images, de vidéos pour générer mes plans. Je savais aussi comment itérer par rapport à ce qui me sortait en disant: «Bah, par rapport au résultat que je veux, là, ça me va pas». Heu, mais par contre, le fait d'avoir l'IA m'a fait gagner du temps parce que si j'avais dû faire le cartoon moi-même, ça aurait été des semaines de travail, tu vois? Alors que là, ça a pris, genre un jour. Donc voilà, pour moi, l'IA, c'est le super exécutant, mais faut la vision, faut être bon manager avec lui, quoi, tu vois? Mmh. Excellent. Ce qui va rester à la fin, c'est surtout le bon sens et les idées. Et le goût aussi, C'est je pense. Ouais, exactement. Ouais. Très bon point ça. Mais ça, souvent, c'est vrai que ça s'acquiert souvent par l'expérience. Tu peux pas, enfin, si tu veux, l'expertise, c'est quand tu as intégré, des principes premiers de manière, tellement, profonde et intuitive que tu es capable de savoir en un fragment de seconde quelle est la bonne décision, la mauvaise décision dans un contexte donné et ça, quand tu as l'IA en plus avec ça, tu as un avantage injuste comparé au débutant qui sait pas trop, qui doit tout apprendre. Je pense aussi si tu pars vraiment de zéro, faut aussi utiliser l'IA pour apprendre plus vite, hein. J'ai pas forcément de méthode pour ça, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement un cheat code. Ouais Ouais, clairement. Faut là-dessus pas oublier que ouais. je me permets Ouais, vas-y, vas-y. l'apprentissage, faut pas oublier que, c'est pas parce que j'ai lu, les 5 bullet points de ce que je dois savoir sur un domaine que c'est bon, j'ai compris et j'ai intégré. Non, non, pas du tout. Là, tu as juste vu, la préface de ce que tu as à apprendre. Après, il faut rentrer dans le terrain et il faut l'appliquer et après avoir du feedback dessus, un regard d'expert et là, tu intègres, tu maîtrises et là, OK, là, je veux bien. Mais il y en a trop, sinon en fait, je pense que alors peut-être pas toi, Emilio, avec le SAS, mais Baptiste et moi, on serait morts sinon. Mais non, pas du tout. C'est pas parce qu'il y a l'IA, que la connaissance est abondante que, moi, en tant qu'accompagnant, j'ai plus d'intérêt. Pas du tout. Parce qu'il y a l'exécution qui est nécessaire, il y a le feedback, il y a les retours terrain, et ça, en fait, l'IA, elle te le fait pas et si elle te le fait, elle te le fait mal et tu peux, très clairement aller droit dans un mur parce que tu fais confiance à quelqu'un qui ne sait pas du tout observer les, indicateurs, les signaux faibles que, t'envoie, le contenu que tu balances, et tout ce que tu es en train de créer, quoi. Puis il y a un truc aussi, c'est que l'IA, quand elle donne des conseils, tu t'en bats les couilles souvent. Moi, par exemple, je lui demandais des programmes C'est pas faux. sportifs, elle me pondait des programmes, super élaborés avec toutes les étapes. Je ne l'ai pas fait une seule fois, je m'en foutais complètement parce que l'IA n'a pas d'autorité, tu ne la Ouais, respectes pas. C'est pas comme un C'est pas coach faux. qui a un vécu. Le coach, quand il te donne un conseil, tu veux pas le décevoir. Si tu appliques pas son conseil, il va te dire: «Mais qu'est-ce que tu as foutu là? Pourquoi tu as pas appliqué? Pourquoi tu as pris le coaching? Réveille-toi, réveille-toi frangin là, qu'est-ce que tu fous?» Et donc avec l'IA, même si elle te donne les meilleurs conseils du monde, tu as aucune raison d'agir. Tu as pas d'implication émotionnelle. ouais, je pense que le messager a autant de poids que le message et je me faisais Mmh. la réflexion parce que j'étais dans un mastermind il y a 3 jours. Il y a eu plein de punchlines qui ont été dites. Honnêtement, c'est des trucs que j'avais entendus dans des vidéos YouTube. Mais par contre, quand c'est un mec qui a une méga boîte qui te dit ça, ça a un poids, mais qui n'a rien à voir quoi, en fait, hein, et je pense qu'il y a ça aussi à garder en tête et ça revient au truc de personal brand dont on parle depuis le début. Le messager a autant d'importance que le message, quoi. Je pense que c'est pour ça que les vidéos aussi des gens en mode nomade digital et cetera, qui partageaient des conseils en incarnant leurs propos. Je pense à ce que faisait Antoine BM, par exemple, il y a quelques années où il faisait ses vlogs en voyage et tout. Bah, ça a ajouté aussi peut-être, beaucoup de relief, aux conseils, dans le sens où c'est OK, le mec il me donne des conseils pour avoir un business, qui permet d'être libre
et il le fait en faisant un vlog sur une plage à l'autre bout du monde, il y a un truc de en fait, limite le conseil, il pourrait me donner un conseil au pif, ça va plus avoir d'impact, quoi. Et Mmh. Ouais, et clairement. je rebondirais aussi sur le truc de tout à l'heure de je pense qu'à partir du moment où tu veux utiliser un outil tel que l'IA pour avoir un résultat sans avoir à en payer le prix, c'est que tu es sans doute dans le faux, quoi. Donc moi je le vois parce que j'ai des gens, tu vois, qui viennent me voir en mode: «Est-ce qu'on peut faire, prendre, juste ChatGPT, faire les contenus en automatique et tout?» C'est OK, bah, si tu veux pas payer le prix, bah, en fait, tout le monde peut le faire facilement. Il y a pas de barrière à l'entrée, donc ton contenu, ça va sans doute être pas ça va pas sortir du lot et voilà, ça peut vite être un fantasme aussi, quoi, et Bah, la majorité des personnes commencent comme ça, hein. J'ai pas un seul client, qui, n'a pas, tout essayé avec, une IA jusqu'à venir chez nous et dire, «Bah, en fait, ça marche pas. Comment est-ce que je fais?» Bah, ouais, normal. C'est à un moment donné, comme tu as pu le dire, il y a à payer un prix, il y a à faire des efforts potentiellement que tu as peut-être pas envie, mais que l'IA ne va pas faire à ta place, ou en tout cas, pas encore, et je pense franchement qu'elle le fera pas, parce qu'il y a toujours encore cet input à donner correctement, heu et elle, jusqu'à aujourd'hui, elle peut pas encore te scanner, intellectuellement ouais, et savoir, ce que tu as dans ta tête, tu vois? si tu veux devenir un expert, bah, faut payer le prix Deviens l'expert. pour devenir un expert. C'est un changement d'identité, c'est pas j'ai fait un prompt, quoi. Ouais, clairement. Good, all good. Je pense qu'on a fait un bon tour. On a un épisode, bien, bien riche, bien dense. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Est-ce que, on aurait un mot de la fin, sur, tout ce qu'on a pu évoquer ici? Donc, la création, YouTube, communauté, tous ces sujets-là. S'il y avait un mot de la fin, lequel serait-il? Tu veux C'est commencer, toujours le Lily? genre de question vague où j'ai jamais de réponse comme ça. Là, j'ai peur de Mmh. sortir un truc nul et bateau. Si j'avais 5 minutes, je trouverais un truc excellent. Si tu veux, Mais, moi, si tu veux, j'ai quelque chose si tu veux réfléchir pendant ce temps. vas-y, vas-y, vas-y. Bah, moi, j'aimerais quand même rappeler que ce truc de la création de contenu, c'est quand même le cheat code, absolu, quoi. Donc j'ai 2 anecdotes pour illustrer ça. La première, c'est Allez. que moi, au démarrage de mon activité, j'étais en freelance et mon levier d'acquisition de clients, c'était de faire du cold call. Donc en gros, c'était de m'enfermer tous les mardis, d'appeler des centaines d'inconnus, de me prendre des bâches, d'arriver à fixer 2-3 rendez-vous, et après j'allais dans les rendez-vous. En plus, je prenais un rendez-vous en présentiel dans les bureaux des gens, tu vois, à Paris. J'allais dans leur bureau et j'arrivais dans le bureau face à un directeur d'entreprise qui était méga méfiant et je me souviens ces rendez-vous, c'était l'enfer, quoi. Enfin, tu as quelqu'un de méfiant face à toi et cetera et tu as vraiment l'impression de te voilà, de te prendre des bâches. Tandis que, bah, depuis que j'ai la création de contenu, bah, en fait, les gens arrivent avec vraiment une intention, une confiance qui est déjà là et ça vraiment, ça change la vie et ça, j'ai vraiment pris de plein fouet, un jour où je suis arrivé dans un mastermind chez Romain Collignon, donc qui est un gars qui a un mastermind sur, le milieu de l'accompagnement en ligne depuis, une dizaine, enfin, ouais, 7-10 ans, enfin, qui est très installé et la première fois où j'y suis allé, et que je me suis présenté à lui, il m'a dit: «Non, non, mais t'inquiète, je te connais déjà» et là, je me suis dit: «OK, c'est quand même, heu, ultra cheaté de pouvoir créer de la relation comme ça à l'échelle». Parce que derrière, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que, derrière, tu vois, il m'a mis bien, quoi. Dans le mastermind, il m'a intégré, il m'a présenté aux gens et cetera. Si j'arrivais en mode nobody, ça se serait pas passé pareil. Petit salut à lui s'il nous écoute. Donc voilà, c'est le cheat code ultime, quoi. Il y a créa de contenu permet de créer de l'audience de la relation à l'échelle et voilà. Oubliez pas que c'est quand même assez ouf quand on y réfléchit. Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et de mon côté, pour le mot de la fin alors, je dirais que moi, pendant longtemps, un gros problème que j'ai eu, ça a été le perfectionnisme. Je me mettais beaucoup trop la pression pour créer du contenu entre guillemets «parfait», alors qu'en réalité, c'est jamais parfait. Mais ce qu'il faut se rappeler, surtout quand on se lance, c'est qu'on devient bon en se confrontant au réel. Pas en cogitant dans sa tête tout seul pendant des mois à élaborer le plan parfait, mais en juste commençant et en ajustant, son plan en fonction de l'information qu'on obtient par le passage à l'action. Une phrase que j'aime bien, c'est: «L'action crée l'information». Tu peux pas, en fait, avoir toutes les réponses. C'est comme, par exemple, les objectifs de début d'année. Moi, je trouve que c'est complètement bullshit, les objectifs annuels.
parce que pendant ton année, il va se passer plein de choses. Tu peux pas anticiper. Tu vas avoir des opportunités qui vont arriver que tu vois pas en janvier, des nouvelles informations qui vont peut-être venir te faire prendre des pivots stratégiques. C'est pour ça que je préfère me donner des objectifs trimestriels, qui sont une échelle de temps bien plus réaliste, où après tu peux toujours ajuster. Mais tu vois, par exemple, quand tu fais, du contenu, souvent on peut se dire: «Ma vidéo, elle doit être parfaite dès le début, je vais bien la travailler» et cetera. Juste pour une idée et au final tu peux travailler j'ai rencontré un gars à un moment donné, je l'avais rencontré, ça faisait 2 mois qu'il bossait sur sa vidéo pour le lancement de sa chaîne YouTube. Il voulait faire le truc avec le montage parfait. Je lui dis: «Mais mec, sors-la ta putain de vidéo» et il a fini par la sortir, je crois après 3 mois. Elle a fait 80 vues. 3 mois de travail, 80 vues, ça fait mal. Il avait mis toute son âme dedans et il a jamais sorti de deuxième vidéo. Forcément, tu es dégoûté. Alors que quand tu fais du contenu éducatif, bah, la meilleure approche, c'est l'approche MVP. C'est-à-dire de voir tes vidéos comme des prototypes, tes contenus comme des prototypes. Tu as une idée, bah, tu vas, je sais pas, te filmer avec ton téléphone juste pour la dire de manière un peu maladroite et brute. C'est pas grave, c'est imparfait, de toute façon, on s'en fout et peut-être que dans 2 semaines, tu reprendras la même idée en fonction de comment tu vois pour l'améliorer, tu la feras mieux dans une autre vidéo, ou dans un autre format et moi, c'est ce que je fais maintenant. Aujourd'hui, la manière dont je crée, pendant longtemps, je me mettais énormément de pression à créer des vidéos de manière asynchrone. Je les crée d'abord et puis ensuite je les publie. Aujourd'hui, ma manière de créer, c'est l'inverse. Je fais des épisodes de podcast avec des invités et je fais des lives. Donc je crée de manière brute, dégueulasse, authentique. Et après, derrière, je vais prendre un clipper là bientôt qui va aller me reprendre des extraits. Et je me dis pas aussi que quand je prends une idée et que j'en parle, bah c'est bon, c'est fini. L'idée, je peux la réutiliser sous plein de formats, je peux en reparler plein de fois, c'est pas grave. Il faut répéter, répéter, répéter et toujours, confronter ces idées au réel le plus vite possible. Ça peut être commencer par des petits audios sur Telegram, même des tweets, si tu es sur, X, et ensuite tu les fais monter en gamme, hein, tes idées. Tu la développes un peu plus, tu brainstorms avec l'IA. L'IA aussi est un fantastique, sparring partner créatif et c'est comme ça que tu développes des grandes idées qui peuvent te faire monter des business, à plusieurs millions. Parce que souvent un Mmh. business qui génère beaucoup d'argent, c'est avec une grande idée derrière. Par exemple, un mec que j'aime bien, suivre, un marketeur américain qui s'appelle J.K. Molina. Lui, son business, il s'appelle Likes and Cash. Ça veut dire, les likes, c'est pas des vues, c'est une grande idée. Les likes, c'est pas ça qui fait de l'argent, pardon, likes and cash. Les likes, ça fait pas d'argent. Donc en gros, son idée, c'est qu'avec une micro-audience, tu peux très, très bien gagner sa vie et lui, il a construit tout un business sur cette idée-là, qu'il a bien à un moment donné testé. Il a vu qu'il y avait de l'engouement autour, puis il a continué. Je crois que Mark Manson, qui est un des plus gros créateurs américains sur le développement personnel, il a sorti son célèbre livre best-seller «L'art subtil de s'en foutre» à partir à la base d'un article de blog. «L'art subtil de s'en foutre», c'était le titre d'un article de blog qui a eu un énorme succès. Il a développé, il en a plus parlé et c'est devenu au final un bouquin best-seller. Il n'a jamais eu l'idée de génie comme ça et sorti le livre et puis voilà, c'est tout se fait par itération, petit à petit, en se confrontant au réel et en prenant les feedbacks, du marché. Mmh. Ouais, clairement. C'est, le même concept que les 1000 vrais fans, comment il s'appelle de nouveau? Gary Keller? Gary Keller, merci. Petite audience, bien qualifiée avec, des personnes qui sont fans, qui, ont vraiment confiance en nous et c'est bon en fait, tu es libre, clairement. Parfait. Merci, merci messieurs. Mon mot de la fin, c'est un mix des vôtres, je peux pas dire mieux. Mis à part que lancez-vous, allez sur YouTube, créez du contenu, soyez, en fait, juste montrez-vous, tel que vous êtes et passez le message que vous avez. Sur ma chaîne, on a beaucoup de coachs, beaucoup d'experts. Bah, en fait, vous êtes les personnes les plus amènes à parler de votre expertise et il faut absolument pas se limiter là-dessus parce qu'il y a des personnes potentiellement qui ont besoin d'avoir ce message-là, même s'il a déjà été dit. Il n'a pas été dit avec votre angle, avec votre énergie et il parle peut-être pas puisque comme a dit Baptiste, le messager a autant d'importance que le message et potentiellement le message que vous avez à passer, il n'a pas encore été passé pour la bonne personne et c'est peut-être ce que vous allez faire, même avec un vu qui potentiellement peut amener à une vente derrière et bah, tout simplement, vous aider à développer votre activité et aider la personne à qui ça peut servir. Donc allez-y, foncez et c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'il y a un edge à le faire aujourd'hui et pas, quand l'IA aura, inondé, le de contenu YouTube. Voilà. Good, messieurs. Je mettrai les liens, de vos, réseaux, respectifs, donc YouTube, enfin bref, Tiny Pages, tous les liens, qu'il faut dans la show notes si vous voulez découvrir un peu plus sur, nos invités et puis, sur ce, je vous dis à très vite et merci beaucoup. À Bye très vite. bye. Ciao. Ciao.